la cigale et la fourmi soit un procès. Si j'étais l'avocat de la cigale, qu'est-ce que ça donnerait? La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle. Ah, avant l'août, foi d'animal. Intérêt est principal. Mais la fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous de temps chaud? Dit-elle à cet empreinte. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaisez. Vous chantiez! J'en suis fort aise. Et bien dansez maintenant. Je ne suis pas le seul à décliner La Fontaine. D'autres l'ont fait avant moi. Et je pense notamment à Offenbach. L'âne et le chien. Il se faut entraider. C'est la loi de nature. L'âne un jour pourtant s'en moqua et ne sait comme il y manqua, car il est bonne créature. Il allait par pays accompagné du chien, gravement, sans songer à rien. Tous deux suivis d'un commun maître. Ce maître s'endormit. L'âne se mit à paître. Il était alors dans un pré, dont l'herbe était forte à son gré. Point de chardon pourtant. Il s'en passa pour l'heure. Il ne faut pas toujours être si délicat, et faute de servir ce plat, rarement un festin demeure. Notre baudet s'en sut enfin passer pour cette fois. Le chien, mourant de faim, lui dit « Cher compagnon, baisse-toi, je te prie, je prendrai mon dîner dans le panier au pain. » Point de réponse. Mot. Le roussin d'Arcadie craignit qu'en perdant un moment, il ne perdit un coup de dent. Il fit longtemps la sourde oreille. Enfin, il répondit « Ami, je te conseille d'attendre que ton maître ait fini son sommeil, car il te donnera sans doute à son réveil ta portion accoutumée. Il ne saurait tarder beaucoup. » Sur ces entrefaites, un loup sort du bois et s'en vient. Autre bête affamée. L'âne appelle aussitôt le chien à son secours. Le chien ne bouge et dit « Ami, je te conseille de fuir en attendant que ton maître s'éveille. Il ne saurait tarder. Détale vite et cours que, si le loup t'atteint, brise-lui la mâchoire. On t'a ferré de neuf, et si tu veux m'en croire, tu l'étendras tout plein. » Pendant ce beau discours, Seigneur Loup étrangla le baudet sans remède. J'en conclus qu'il faut qu'on s'entraide. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principe.
pâle. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous autant chaud, dit-elle, à cette emprunteuse? Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Le roi des animaux se mit un jour en tête de giboyer. Il célébrait sa fête. Le gibier du lion, ce ne sont pas des moineaux, mais de beaux et bons sangliers, daims et cerfs, bons et beaux. Pour réussir dans cette affaire, il se servit du ministère de l'âne à voix de Stentor. L'âne de Messer-Lion fit office de corps. Le lion le posta, le couvrit de ramée, lui commanda de braire, assuré qu'à ce son, les moins intimidés fuiraient de leur maison. Leur troupe n'était pas encore accoutumée à la tempête de sa voix. L'air retentissait d'un bruit épouvantable, la frayeur saisissait les hôtes de ces bois, tous fuyaient, tous tombaient au piège inévitable où les attendait le lion. N'ai-je pas bien servi dans cette occasion? Dit l'âne, en se donnant tout l'honneur de la chasse. Oui, reprit le lion, c'est bravement crié. Si je ne connaissais ta personne et ta race, j'en serais moi-même effrayé. L'âne, s'il eût osé, se fut mis en colère. Encore qu'on le raillât avec juste raison, car qui pourrait souffrir un âne fanfaron? Ce n'est pas là leur caractère. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » Ah, à ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut mieux d'un fromage, sans doute. » Le Corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le Corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit
Bon, monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura. Mais un peu tard. On ne l'y prendrait plus. Eh bien, figurez-vous que certains auteurs ont écrit des suites à des choses. J'appelle Elsa Boé pour nous raconter la fin de l'histoire. Donc, le renard est parti avec le fromage. Mais dans sa course, le gros malin est tombé et s'est enduit la fourrure de camembert. À la maison, sa femme lui dit: écoute Alex, il faut absolument que tu te laves parce que ça devient impossible. Que vont dire les enfants d'avoir un père qui sent si mauvais? Comment vas-tu leur expliquer qu'il faut se laver tous les jours et les gronder si tu ne le fais pas toi-même? Va te doucher avant le dîner, s'il te plaît. À propos, as-tu volé quelque chose pour le dîner? Il n'y a plus rien à manger et les enfants meurent de faim en rentrant de l'école. Tu le sais, ça. Oui, je le sais, dit le renard. Eh bien, non. Non. Je n'ai rien trouvé du tout, absolument rien. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ça sent le fromage? Oh! Rien. C'est terrible à dire, mais je crois que ce sont mes pieds. Tu mens, Alex. Quand cesseras-tu de mentir? Tu es vraiment incorrigible. Tu as mangé du fromage, j'en suis sûre. Si je ne mentais pas, je ne volerais pas non plus. Et je ne vois pas ce que nous mangerions, dit le renard. Sa femme, désespérée par sa réponse, se demanda ce que leurs enfants allaient devenir. Le renard, lui, s'en alla, se laver en sifflotant. Comme il n'avait plus faim, il resta 1 heure dans son bain, à faire briller sa fourrure, afin qu'elle devienne aussi belle qu'avant. Que dire ruminer jour et nuit et rendre sa chevance à lui-même sacrée. Qu'il alla ou qu'il vînt, qu'il but ou qu'il mangeât, on lui prit de bien court, à moins qu'il ne songeât à l'endroit où gisait cette somme enterrée. Il y fit tant de tours qu'un fossoyeur le vit, se douta du dépôt, l'enleva sans rien dire. Notre avare, un beau jour, ne trouva que le nid. Voilà mon homme aux pleurs, il gémit, il soupire, il se tourmente, il se déchire. Un passant lui demande: à quel sujet s'écrie? C'est mon trésor que l'on m'a pris. Votre trésor, vous prie. Tout joignant cette pierre. Mais, sommes-nous en temps de guerre pour la porter si loin? N'eussiez-vous pas mieux fait de le laisser chez vous, en votre cabinet, que de l'échanger de demeure? Vous auriez pu sans peine épuiser à toute heure. À toute heure? Grand Dieu, ne tient-il qu'à cela? L'argent vient-il comme il s'en va? Je n'y touchais jamais. Dites-moi donc, de grâce, reprit l'autre, pourquoi vous vous affligez tant? Puisque vous ne touchiez jamais à cet argent, mettez une pierre à la place, elle vous vaudra tout autant.
l'oiseau de Jupiter, en levant un mouton, un corbeau, témoin de l'affaire, et plus faible de rein, mais non pas moins glouton, en voulut sur l'heure autant faire. Il vole à l'entour du troupeau, marque entre 100 moutons, le plus gras, le plus beau, un vrai mouton de sacrifice. On avait réservé pour la bouche des dieux. Gaillard Corbeau disait, dans le couvent des yeux, « Je ne sais qui fut un nourrice, mais ton corps me paraît en merveilleux état. Tu me serviras de pâture. » Sur l'animal bêlant à ces mots, il s'abat. La moutonnière créature pèse plus qu'un fromage. Outre que sa toison est d'une épaisseur extrême, et mêlée à peu près de la même façon que la barbe de Polyphème. Elle empêtra si bien les serres du corbeau que le pauvre animal ne put faire retraite. Le berger vient, le prend, l'encage bien et beau, le donne à ses enfants pour servir d'amusette. Il faut se mesurer, la conséquence est nette. Mal prend aux volereaux de faire les voleurs. L'exemple est un dangereux leurre. Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands seigneurs. Où la guêpe a passé, le moucheron demeure. Virgile Soutrel, mon fils! Entre les pattes d'un lion, Gros art! un rat sorti de terre. Un cerf à l'étourdi. Bon, tu fais quoi là? Je t'aide. Bah arrête de m'aider là. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre, assez à l'étourdi. En cette occasion, le roi des animaux montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des raies, dont ses rugissements ne purent le défaire. Sire rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe, quand, sur l'eau s'y penchant, une fourmi y tombe. Et dans cet océan, l'on eût vu la fourmi s'efforcer, mais en vain, de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité. Un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté, ce fut un promontoire où la fourmi arrive. Elle se sauve, et là-dessus passe un certain croquant qui marche les pieds nus. Non, je fais un effet. Ce croquant, par hasard, avait une arbalète. Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit dans son pot et déjà lui fait fête. Tandis qu'à le tuer, mon villageois s'apprête. La fourmi le pique au talon. Le vilain retourne la tête. La colombe l'entend, part et tire de long. Le souper du croquant avec elle s'envole. Point de pigeon pour une obole. Tout est mystère dans l'amour. Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Je ne prétends en point tout expliquer ici. Mon but est simplement de dire, à ma manière, comment l'aveugle que voici, c'est un dieu. Comment dis-je, il perdit la lumière. Quelle suite eut ce mal, qui, peut-être est un bien. J'en fais juge un amant et ne décide rien. La folie et l'amour jouaient un jour ensemble. Celui-ci n'était pas encore privé des yeux.
une dispute vint, l'amour veut qu'on assemble là-dessus le conseil des dieux. L'autre n'eut pas la patience. Elle lui donne un coup si furieux qu'il en perd la clarté des cieux. Vénus en demande vengeance, femme et mère, il suffit pour juger de ses cris. Les dieux en furent étourdis, et Jupiter, et Némésis, et le juge d'enfer, enfin, toute la bande. Elle représenta l'énormité du cas. Son fils, sans un bâton, ne pouvait faire un pas. Nulle peine n'était pour ce crime assez grande. Le dommage devait être aussi réparé. Quand on eut bien considéré l'intérêt du public, celui de la partie, le résultat enfin de la suprême cour fut de condamner la folie à servir de guide à l'amour. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup sur faim, à jeun, qui cherchait aventure, et que la faim en ces lieux attirait. Bon, qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je m'en vais désaltérant dans le courant plus de 20 pas en dessous d'elle et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Reprit l'agneau, je t'aide encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survint à jeun qui cherchait l'aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Cet animal plein de rage, tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne vais troubler sa boisson. Tu la troubles, cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Reprit l'agneau. Je t'aide encore, ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point, c'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus,
Le singe, avec le léopard, gagnait de l'argent à la foire. Ils affichaient chacun à part. L'un d'eux disait « Messieurs, mon mérite et ma gloire sont connus en bon lieu. Le roi m'a voulu voir. Et si je meurs, il veut avoir un manchon de ma peau, tant elle est bigarrée et pleine de taches, et marquetée, et vergetée, et mouchetée. La bigarrure plaît. Partant, chacun le vit. Mais ce fut bientôt fait. Bientôt, chacun sortit. Le singe, de sa part, disait « Venez de grâce, venez, messieurs! Je fais 100 tours de passe-passe. Cette diversité dont on vous parle tant, mon voisin léopard l'a sur soi seulement. Moi, je l'ai dans l'esprit. Votre serviteur Gilles, cousin et gendre de Bertrand, singe du pape en son vivant, tout fraîchement dans cette ville, arrive en 3 bateaux exprès pour vous parler. Car il parle, on l'entend. Il sait danser, baller, faire des tours de toutes sortes, passer en des cerceaux, et le tout pour 6 blancs. Non, messieurs, pour 1 sou. Si vous n'êtes contents, nous rendrons à chacun son argent à la porte. Le singe avait raison. Ce n'est pas sur l'habit que la diversité me plaît, c'est dans l'esprit. L'une fournit toujours des choses agréables, l'autre, en moins d'un moment, lasse les regardants. Oh, que de grands seigneurs, aux léopards semblables, n'ont que l'habit pour tout talent. J'ai envie de dire merci et bon anniversaire, Jean de La Fontaine. Oui, voilà. Merci.